Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour, bienvenue ce matin à la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. L'actualité, comme je l'avais dit au journal du matin de Métropole, c'est d'abord le de-risking, cette menace d'isolement financier qui plane sur Haïti. Il y a la campagne électorale également, notamment avec ce débat hier soir avec 5 candidats. Il y a aussi la question de flux migratoires, les Haïtiens, les jeunes qui quittent le pays. Aujourd'hui, pour débattre de tous ces points, de l'actualité, avec moi, le journaliste, président de la Fédération haïtienne, de la presse haïtienne, Adi Jean-Gardy, mais aussi l'ingénieur agronome Dimitri Norris, qui est aussi journaliste. Donc, avec nos deux invités, on va débattre de l'actualité, essayer de mieux comprendre cette campagne électorale, essayer de cerner les programmes, les visions des candidats. C'est un peu l'occasion pour Métropole de vous aider à comprendre vraiment à quoi s'attendre le 9 octobre, mais aussi après le 9 octobre pour les 5 prochaines années. Messieurs, bonjour. Bonjour, Adi Jean-Gardy. Bonjour Garo, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de me retrouver toujours à Radio Métropole, à chaque fois qu'il faut certainement observer, discuter et analyser. Dimitri Norris, bonjour. Bonjour, je vous remercie. Je profite aussi pour remercier, pour dire bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. J'en profite aussi pour remercier mes confrères ainsi que mes différents étudiants et surtout j'aimerais remercier Adi Jean-Gardy pour m'avoir choisi pour l'accompagner en cette très agréable circonstance. C'est pour moi un très grand honneur. Voilà. Messieurs, on parle de campagne électorale et nous sommes en pleine campagne et déjà quelques jours que c'est lancé. Et si on doit porter un regard global sur cette campagne, Adi Jean-Gardy? Écoutez, c'est une campagne dans une période de risque. Et c'est une campagne dans une période aussi très difficile et troublante pour la République d'Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà annoncé, évidemment, sa position. Le Conseil de sécurité a dit, écoutez, il n'y aura pas de dernière chance, il n'y aura pas d'autres possibilités aussi par rapport à ces élections, car si en octobre, Haïti ne réussit pas ces élections, il faudra prendre d'autres mesures. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas si ça annonce un protectorat. On ne sait pas si ça annonce également un renforcement de la présence de l'occupation. On sait qu'en 2016, les forces de l'ONU devraient partir. D'ailleurs, la composante brésilienne devrait partir, laisser le pays en décembre 2016. Aujourd'hui, cette question a été renvoyée au calendrier grec. Alors, il nous faut aujourd'hui réussir cette date, car ça fait tellement longtemps qu'on attend certainement le renouvellement de ce tiers du Sénat et également la présence d'un nouveau président de la République. On est en retard depuis 1 an, c'est-à-dire le président Martelly est parti en février 2016 et aujourd'hui, on attend un autre président en février 2017. Donc on est très en retard et les problèmes n'attendent pas. Et aujourd'hui, il y a un ensemble d'éléments qui prouvent que la plupart des candidats à la présidence, la plupart des bolides qui sont en train d'avancer dans ce marathon, je me demande est-ce qu'ils sont prêts. Moi, j'ai entendu un débat hier soir et je ne suis pas très rassuré. On va revenir, on va arriver justement sur le débat. Maintenant, campagne électorale, c'est le moment pour les candidats de vendre leurs projets, leurs visions, leurs programmes. Aujourd'hui, Adi Jean-Gardy, est-ce que vous estimez qu'il y a un candidat aujourd'hui qui vend son programme, qui peut sortir du lot des 27 ou, entre guillemets, des 6 qu'on nous a présenté hier soir? Écoutez, c'est pour cela tout à l'heure que j'ai parlé de mon inquiétude. Ça veut dire, j'ai entendu la plupart des candidats à la présidence hier soir dans ce débat et je peux vous dire qu'en principe, c'était comme des professeurs d'école qui se complétaient. Ils se complétaient, ils disaient presque tous la même chose, à des différences près. Évidemment, il y a un candidat qui a annoncé une prochaine morcellisation géographique de notre territoire. C'est-à-dire, il y aurait donc un autre département. C'est un pays, lors de son indépendance, en 1804, on avait 5 départements. Aujourd'hui, on nous annonce, parce que entre 1804 et, par exemple, les années 60, 5 départements, le Nord, le département de l'Artibonite, le département du Centre, le département de l'Ouest et le département du Sud. À partir des années 60, on a eu 9. Et maintenant, chaque gouvernement qui arrive nous annonce un autre département. Avec quels
enjeux. La décentralisation, évidemment, il faut également soulever ce problème. Et je ne pense pas que dans le lot, comme vous avez dit tout à l'heure, de tous ces candidats, il y ait un programme novateur. C'est un programme que j'entends depuis 1986. C'est un programme de gouvernance qui date, c'est-à-dire depuis la fin de la dictature. Aujourd'hui, il nous faut aller au-delà de cela. C'est-à-dire avec les nouvelles technologies, avec aussi les échanges commerciaux, les échanges aussi politiques à travers le monde, il faut également un programme politique ou bien un programmeur qui soit en mesure de montrer à la nation quels sont aujourd'hui les différents changements qui s'annoncent. Et moi, je ne peux pas le dire pour le moment. Nous sommes en train d'attendre, car c'est un débat, évidemment, par exemple hier soir, c'est un débat. On est à la veille des élections, c'est un débat qui commence apparemment, et il faudra attendre les prochains jours pour pouvoir sortir peut-être l'un des candidats de tout ce lot. Et un candidat en particulier pour participer dans le débat, c'est Maryse Narcisse. Et est-ce que vous pensez que ça a un impact sur le reste parcours dans la compétition? Hein? C'est le choix. C'est un choix, à mon avis, c'est le choix d'un leader. Le leader peut librement participer à un débat ou ne pas participer au débat. C'est un débat entre les candidats. Il faudra maintenant attendre un débat au niveau, ce qu'on appelle le débat final, le débat entre les deux prochains candidats qui auront second tour. À partir de ce moment-là, il ne pourra pas se dérober. Très bien. Dimitri Norris, ou peut-être suivre l'élection dans le pays il y a longtemps, nous non carrefour côté de plus en plus citoyens a perdu confiance dans le candidat, citoyens a estimé le candidat pas convaincu assez. Est-ce que son bagage qui vient arriver aujourd'hui ou bien tu as toujours gagné manque d'influence de candidat sur l'électeur? Mais pourquoi poser la question de la confiance du citoyen haïtien par rapport au candidat? Je veux dire, c'est pas... Pourquoi donner toute cette importance à un candidat? C'est un pays, je veux dire, c'est un pays qui a une histoire très particulière aussi. Et en fin de compte, je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Je ne vais quand même pas centrer ma confiance sur Haïti par rapport au fait qu'il y a eu effectivement un certain nombre de candidats, par exemple 5, 6, j'en sais rien, qui ont fait un débat, que le débat a été plus ou moins intéressant. Non, je ne vais pas me poser la question de la confiance que je vais avoir vis-à-vis de mon pays par rapport à ça. Non, ce n'est pas comme ça que je pose la question. Et comme je vous avais dit, moi j'ai une lecture beaucoup plus, si tu veux, beaucoup plus diachronique, hein, c'est-à-dire beaucoup plus longue de ça. C'est-à-dire si je vais me positionner par rapport à ma confiance vis-à-vis d'Haïti, ce n'est pas du tout dans cette perspective-là. Hein. C'est-à-dire que pour moi, dès le départ, et comme je vous l'avais dit hier, quand on s'est parlé, la première chose qui caractérise la société haïtienne, c'est qu'à travers l'histoire du monde, vous voyez jusqu'où je remonte, il n'y a eu en fait que cette grande révolte d'esclaves. Il y a eu Spartacus, il y a eu celle des Angles en Irak, il y a eu celle de Delgrès en Guadeloupe, et il y a eu celle de Nat Turner aux États-Unis. Il n'y en a qu'une seule qui a réussi dans toute l'histoire du monde. C'est-à-dire, mis à part, si tu veux, la révolte d'Israël menée par Moïse, hein, que tout le monde connaît, avec l'appui, si tu veux, une intervention divine. Il n'y en a eu qu'une qui a débouché, c'est celle-là. Et c'est celle qui a donné naissance à la nation haïtienne. Et celle qui a donné naissance à la nation haïtienne, elle a complètement transformé le monde. Et moi, si tu veux, c'est dans cette perspective-là que si moi j'ai à avoir confiance, c'est par rapport à ça. Oui, mais aujourd'hui, on en a fait quoi? Non, on va y arriver. Je veux dire que dès le départ, il faut avoir une lecture. Moi, je crois qu'il faut avoir une lecture un peu plus longue de l'histoire d'Haïti. Ok, je ne vais quand même pas me positionner par rapport à un certain nombre de candidats que, à mon avis, si tu veux, ne sont pas à la hauteur de la tâche. Je veux pas forcément entrer par rapport à ça. Il y a eu beaucoup mieux que ça. Je vais y arriver. Je retourne encore à peu près, si tu veux, sur ça. Et là, je vais prendre un exemple, quelque chose qui m'a frappé. Je retourne jusqu'au 18 novembre 1801. 18 novembre 1801, tu as une victoire des forces indigènes haïtiennes, enfin, on ne peut même pas les appeler encore haïtiennes, sur l'armée française envoyée par Napoléon, 250 000 hommes qui sont envoyés, si tu veux, à Saint-Domingue, ce qui est un chiffre colossal, hein, et qui serait même aujourd'hui un chiffre colossal, 250 000 hommes. Okay? Et ce ne sont pas n'importe qui, hein, je veux dire, les 250 000 hommes qui sont envoyés, ce sont des gens qui ont fait la bataille de Valmy, ce sont des gens qui ont fait la campagne d'Italie, probablement il y en a certains d'entre eux qui avaient fait la campagne d'Égypte, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Je veux dire, ce sont des soldats aguerris, ce sont les meilleurs soldats d'Europe, et en définitive, ils perdent devant ça. Donc c'est pas, il faut pas. Moi, je ne vais pas me positionner par rapport à ça. Si j'ai confiance dans ce pays, c'est parce que je veux aller beaucoup plus loin que ça.
Maintenant, si tu veux, si on arrive au fin de la question, moi, ce qui me frappe dans l'histoire d'Haïti, hein, je conçois clair dessus, ce qui me frappe dans l'histoire d'Haïti, c'est que lorsque tu regardes les gens qui gagnent les élections, enfin, ou bien les gens qui vont dans les élections, parce que le principe de la démocratie, si tu veux, c'est le principe de la vertu, c'est-à-dire c'est le principe des meilleurs. C'est-à-dire les meilleurs qui représentent la société. Mais c'est jamais les meilleurs. Hein. Okay. C'est très loin de ça. Et ce qui, non seulement c'est pas les meilleurs et c'est très loin de ça, aujourd'hui c'est de moins en moins. Je vais vous donner un seul exemple, on va aller rapidement. Hein. C'est-à-dire que, pour compare, aux mêmes époques, les gens qui sont candidats en République dominicaine, leur niveau académique et professionnel, avec les gens qui sont candidats en Haïti, avec leur niveau académique et professionnel. Tu compares, ce serait peut-être intéressant à voir. Okay? Tu compares, si tu veux, les niveaux académiques, peut-être différents. Sur ces 30 dernières années, la République dominicaine, c'est-à-dire à partir de 1986, la République dominicaine a littéralement, si tu veux, décollé par rapport à Haïti. Hein. Au 19e siècle, Haïti est devant, tout au long du 20e siècle, et puis à partir de 1986, bon, c'est le boom dominicain. Et si tu vas regarder le profil intellectuel et académique et professionnel des gens qui ont mené ce pays par rapport à ceux qui ont mené l'autre, c'est tout autre chose. C'est-à-dire, les candidats, bon, c'est bien mignon, c'est bien ceci, mais ce n'est pas les candidats qui m'intéressent. Hein. Maintenant. Je vais y arriver. Ce qui m'intéresse, éventuellement, c'est les programmes. Ce qui m'intéresse, c'est les forces politiques qui sont derrière. Ce qui m'intéresse, c'est les forces sociales qui sont derrière. Ça, c'est par rapport à ça que je vais avoir confiance. Je ne vais pas avoir confiance par rapport à les candidats. Oui, mais aujourd'hui, vous voulez avoir confiance dans les programmes, dans les forces politiques qui sont derrière. OK, mais il devrait en avoir. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui vend un programme assez solide pour que vous puissiez avoir confiance? La première chose qui caractérise la politique en Haïti, c'est que justement les candidats ne vendent pas de programme parce qu'ils en ont un. Et celui qu'ils ont à donner, ils ne peuvent pas le vendre parce qu'il n'est pas vendable. C'est la première chose qui caractérise les candidats en Haïti. Ils ne peuvent pas dire à la population haïtienne, bon, vous savez ce que je vais faire, c'est qu'en définitive, je vais privatiser la téléco. Je ne vais quand même pas dire à la population haïtienne, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire la production de riz dans l'Artibonite. C'est ça. Je veux dire qu'à la limite, lorsqu'on analyse ce qui se fait pratiquement sur toute l'histoire d'Haïti, encore plus sur ces dernières années, c'est qu'en définitive, effectivement, ils ont un programme, effectivement, ils ont un mandat, effectivement, ils ont un but. Dire. Mais ils ne peuvent pas le dire. Okay. Donc, parce qu'en définitive, ce n'est pas vendable. Parce qu'en définitive, les forces qui poussent ces gens-là, les forces d'argent ou les forces externes ou internes d'argent de ce pays, ne sont pas du tout en faveur, si tu veux, d'un programme qui sera un programme de développement. C'est un sujet d'inquiétude. Alors, vous l'aurez compris, Adi Jangardi, selon Dimitri Norris, on ne peut pas comparer nos candidats à ceux de la République dominicaine, notamment, qui sont plus près de nous. Maintenant, on est là, mais ce sont nos candidats. C'est bien. Comment on est arrivé là, selon vous, Adi Jangardi? Comment on en est arrivé à cette catégorie de candidats qui ne peuvent rien vendre, mais aussi qui ne peuvent pas se comparer à ceux de la République dominicaine? Écoutez, pas seulement la République dominicaine. Moi, je prendrais toute la région Caraïbe. C'est-à-dire, un candidat à la présidence, c'est quelqu'un qui a un bagage académique solide, et c'est quelqu'un qui a aussi une expérience assez longue. On ne peut pas sortir de nulle part et devenir candidat à la présidence, par exemple aujourd'hui, à Trinidad-Tobago, ou encore à la Jamaïque, et même là, tout près aux Bahamas. Je ne parlerai même pas de la République dominicaine, qui est un cas spécial, quand je parle évidemment au niveau des réformes constitutionnelles. Et dans la constitution haïtienne, il y a un grand vide, ça veut dire par rapport, disons, une porte ouverte au grand vide. Et ce grand vide permet à n'importe qui de devenir sénateur, de devenir député. Par exemple, dans les autres pays de la région Caraïbe, quelqu'un qui fait la loi, qui fait des lois, doit connaître les lois, doit avoir étudié au moins le droit. Or, on a n'importe qui maintenant au Sénat de la République, on a n'importe qui à la Chambre, on a n'importe qui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous faut avoir maintenant des personnes qui soient en mesure de pouvoir lire un document, de comprendre par exemple cette affaire de de-risking, cette affaire par exemple les affaires au niveau économique et les affaires financières. Il y a des gens, il y a des personnalités attachantes et assez solides aussi dans le Parlement haïtien. Je pense qu'il vous faut aujourd'hui les encadrer. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une organisation qui appelle les candidats à la présidence, qui vont dans les débats et qui les forme. Ça veut dire qui les guide. Pas forcément être membre du parti. Ça veut dire qu'on a besoin d'accompagnement. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une forme de populisme au cours des dernières années qui permet à monsieur tout le monde de demander ou de briguer un poste ou d'être voté sans passer évidemment par le respect des procédures
et des normes. Par exemple, le débat d'hier soir, puisque vous allez y arriver, c'est-à-dire on n'a pas insisté sur les vrais problèmes de ce pays. C'est un pays à la dérive, c'est un pays qui est en train justement, c'est un pays à genoux, c'est-à-dire l'État haïtien est à genoux, il faut le remettre debout. Et c'est notre pays, c'est la nation haïtienne. Ce n'est pas la nation de ces messieurs qui se trouvent aujourd'hui en course présidentielle ou encore au Parlement. C'est la nation de tout le monde. Et ce sont nos leaders, comme vous dites, ce sont les candidats de la nation. Alors, comment interpréter le vrai problème de la dette externe aujourd'hui? Il y a 5 ans, au niveau de Petrocaribe, on avait une dette, par exemple, de 57 millions de dollars. Aujourd'hui, on a dépassé 1 milliard 958 millions, tu vois, c'est-à-dire 958 millions, en fait, en termes de dette globale. Le Premier ministre Enek Jean-Charles est parti discuter ou négocier récemment. Aucun des candidats à la présidence ne s'intéresse à ce que l'État est en train de faire par rapport à la dette. Et les arriérés qui ont été payés au cours des dernières années ont été de 1,02%. C'est-à-dire il y a 98,98% au niveau de cette dette qui vont être laissés en héritage au prochain président de la République. Et ce problème n'a pas été traité. Ce problème n'est pas traité de manière correcte. Je crois qu'il faut absolument, bien entendu pour finir, que nos leaders, les leaders politiques, puissent comprendre les vrais dossiers et non pas simplement chercher des votes sur la base de bonnes intentions. Maintenant, c'est à se demander quel est le rôle des citoyens, des électeurs dans cette situation. Est-ce qu'ils ne sont pas trop passifs? Est-ce qu'ils ne sont pas trop peu exigeants face aux candidats? C'est-à-dire ceux qui dirigent un pays, c'est-à-dire que je cite par exemple Adam Smith, qui est un leader économique au niveau de la droite, que je cite aussi Lénine, c'est-à-dire la grande question pour changer un pays, c'est l'élite professionnelle. Ce terme veut dire simplement, il faut qu'il y ait donc des guides. Une école ne peut être dirigée que par des professeurs formés. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons une barque nationale, nous avons un pays qui n'est pas dirigé par des gens formés en règle générale, et cette élection doit pouvoir prouver à la nation que, justement, il y a des gens qui sont décidés à le faire. Le citoyen, comment pourra-t-il le faire? Le citoyen ne peut le faire qu'à travers des organisations civiques. Or, les organisations civiques, justement, sont très faibles. Il faut des organisations, que ce soit une chambre de commerce, que ce soit, par exemple, une organisation civique même, de formation, même de nos leaders. Ça manque en Haïti. Une vraie école de sciences politiques et de sciences économiques. Je crois qu'il faut, en dehors des écoles de formation, qu'il y ait aussi des écoles de guidance, des écoles de gouvernance. Et c'est ce qui nous manque. Alors, le citoyen, comment peut-il réagir? Ça veut dire que c'est continuer à former des organisations et aussi faire des propositions utiles aux candidats, des propositions utiles également à ceux qui dirigent. Moi, j'ai rencontré, par exemple, au département d'État américain, quelqu'un qui me disait, écoutez, si dans un pays quelconque, on élit une vache, on va lui apporter nos lettres de créance. Si vous mettez un cabri ou un cochon, on lui donne la lettre de créance. Mais moi, en tant qu'Haïtien, c'est-à-dire, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de barbecue après? Donc, moi, je veux éviter que ça arrive. Donc, il nous faut maintenant être conscients. Et souvent, on dit, ouais, ce sont les étrangers qui sont responsables de la situation d'Haïti. Vous avez raison. C'est-à-dire, c'est le citoyen, bien entendu, qui doit prendre en main son avenir. Or, on ne peut pas abandonner la nation entre les mains de candidats au Sénat, à la Chambre des députés ou encore à la présidence. On ne peut pas le leur abandonner. Donc, c'est la barque nationale. C'est à nous de monter aussi des organisations pour les encadrer, ne pas les ignorer non plus. Toussaint Louverture n'avait pas un bagage économique, un bagage académique très fort, mais il a été entouré. Un Maximilien Borgelat, qui a été son chef de cabinet, l'a guidé, l'a orienté, l'a dirigé et a permis à la nation d'avoir la Constitution de 1801. Il nous faut ne pas les ignorer. Il faut aller vers eux et leur proposer aussi si vous voulez, leur proposer nos recommandations. Donc, il faut un engagement. Il faut un engagement civique. On va marquer la pause et je rappelle que Adi Jean-Gardi est journaliste, ainsi que Dimitri Norris qui sont avec nous ce matin. On va faire une petite pause sur le débat d'hier soir avant de toucher d'autres points, comme le de-risking, vous venez d'en parler, mais ce sera après la pause. À la rubrique Le Point de ce matin, des journalistes, Adi Jean-Gardi et Dimitri Norris, pour commenter l'actualité sociopolitique avec un regard notamment sur la campagne électorale. Merci de rester avec nous sur Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Voilà, et la rubrique Le Point de ce matin, c'est avec Adi Jean-Gardi et Dimitri Norris, deux journalistes qui nous aident à comprendre l'actualité aujourd'hui. Dimitri est plus axé sur l'histoire et c'est justement pour cela qu'il va avoir droit à la première question pour cette deuxième tranche. Et certains assimilent
le cas d'Haïti aujourd'hui a un problème sociétal. Mais quand est-ce qu'on a dérapé, Dimitri, selon vous, par rapport à l'histoire? Dès le départ, on va un peu reprendre le truc, hein. C'est-à-dire il n'y a que il y a eu 7 grandes révolutions des Slaves, il n'y en a qu'une qui a abouti à un État. Je veux dire que dès le départ, c'était boiteux, je veux dire. C'est la première fois que je vais dire ça tout au moins en public. Vous savez, le 1er janvier 1804, tous les Haïtiens savent qu'il y a eu la proclamation de l'indépendance d'Haïti. C'est formidable. Ce que les Haïtiens ne savent pas, ou ce que très peu d'Haïtiens savent, c'est ce qui s'est passé dans l'après-midi du 1er janvier 1804. Et parce que ça, c'est très révélateur. Merci de partager avec nous, Dimitri. De comment cette société est. Et dès le départ, le biais est créé. C'est-à-dire, une fois que, on a été bien gentils, on a fait la proclamation de l'indépendance, tous les gens qui étaient là, tous sont partis vers les ports pour retourner en Afrique. Cette société n'en voulait pas. Okay. Pour une raison très simple, ils ne sont pas nés ici. Okay. Ils sont nés en Afrique et leur désir le plus grand, c'est de retourner chez eux. On ne peut pas le leur reprocher, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toujours dans le même après-midi. Que fait Dessalines lorsqu'il constate ça? Il fait brûler tous les bateaux. Personne ne part. C'est ici et nulle part ailleurs, parce qu'il n'y a que ici qui peut vous garantir la liberté. Ce qui est vrai. Mais ce n'est pas forcément comme ça que les gens l'ont compris. Donc, dès le départ, il y a un schisme. Hein. Il y a un schisme dès le départ, dès la création de l'État lui-même, je veux dire. Hein. Mais vous ne nous dites pas maintenant qu'on est condamné. Non, attendez, on va y arriver lentement. Dès le départ, il y a un schisme. Il y a un schisme avec les dirigeants, il y a un schisme avec la population, il y a un schisme à tous les niveaux. Et ce qui est très important, ce que les Haïtiens ne savent pas, qui savent, mais je veux dire que peut-être ils ne savent pas suffisamment, c'est que 10 ans après la création de l'État haïtien, il y a eu un congrès qui s'est tenu à Vienne, qu'on appelle le congrès de Vienne de 1814, où un personnage a été extrêmement important. D'ailleurs, en plus, c'était un peu le grand perdant des guerres napoléoniennes, à savoir Talleyrand. Et Talleyrand s'est arrangé, justement, sur la question haïtienne, pour que l'Europe reconnaisse le droit de la France de faire revenir cette colonie dans son giron. Donc, dès le départ, c'était clair. Donc, c'est-à-dire, il y a eu un certain nombre de décisions, premièrement pour la faire revenir, ce qui n'a jamais pu être le cas pour une raison très simple. Et la raison, c'est la suivante, c'est que fondamentalement, les Français, lorsqu'ils ont gardé, ça avait une frayeur bleue, si tu veux, de Saint-Domingue. Lorsqu'on dépêche 250 000 hommes et que pratiquement tous repartent avec une jambe cassée ou quelque chose comme ça, ils avaient fait face à un adversaire qui leur était à tout point supérieur, et ce n'était pas n'importe qui. Je reprends encore. Donc, dès le départ, si tu veux, il y a une sorte d'acrimonie, si tu veux, du vainqueur, du perdant vis-à-vis du vainqueur, et qui fait retourner petit à petit la situation en sa faveur. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, si tu veux, ce que moi je constate, c'est que dans la société haïtienne, il y a une certaine perte de l'âme haïtienne. Lundi dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours, hein, j'ai eu l'opportunité, si tu veux, de me rendre au Champ de Mars. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit-neveu, qui, il doit avoir à peu près 20 ans, qui est venu en Haïti pour la première fois. Alors, la deuxième, mais c'est la première fois qu'il visitait le Champ de Mars. Donc, si tu veux, dans cet ordre d'idée, j'ai jugé absolument nécessaire de le mener au Champ de Mars pour qu'il voit les statues, si tu veux, de Henri Christophe, de Dessalines et de Pétion. Et je vais être honnête avec toi, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai eu la honte de ma vie. Tu sais pourquoi j'ai eu la honte de ma vie? Parce que je me suis rendu compte que le Champ de Mars était extrêmement sale. Sale, oui. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, et ça m'a fait de la peine, parce que, moi, même pas forcément petit Dessalines, mais quand même, bon côté personnage sale. Vous retrouvez le. Je me retrouve avec lui, et d'une certaine mesure, je me considère son héritier. À la limite, nous sommes petits Dessalines, quoi, tout haïtien, c'est petit Dessalines. OK. J'ai été extrêmement choqué, extrêmement déçu de voir dans quel état se trouve la statue, l'espace qui entoure la statue de Dessalines. Tu sais, à la limite, si je pouvais me taper pour manchette et me taper nettoyer moi-même. Et tu sais, c'était le 19 septembre, c'est-à-dire c'était la veille de la fête de l'anniversaire de la naissance de Dessalines, il est né le 20 septembre. Je crois que c'est quand même pas tellement Donc on a perdu l'âme haïtienne. Je crois qu'actuellement, c'est ça que je dis, c'est-à-dire on est en train de perdre l'âme haïtienne. Mais en même temps qu'on perd l'âme haïtienne, ou bien que quelque chose se perd, ou bien que... Vous savez, moi je crois que le peuple haïtien, c'est un peuple absolument extraordinaire. Oui, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Si tu permets, c'est un peuple que j'adore. C'est un bon peuple. Et je pense aussi, et c'est surtout un peuple qui est capable, si tu veux, de donner des surprises extraordinaires à n'importe quel moment.
Et je pense que c'est un peuple, au moment où on s'y attend le moins, qui est capable, si tu veux, de remonter la surface. Et ce qu'il y a, c'est que, bon, en Haïti, tu as toute une catégorie, tu as plusieurs catégories de gens. Et tu as des gens, si tu veux, qui, bon, sont en train d'exploiter une situation à leur profit. Bon, ça, c'est classique, et ça, c'est depuis, même avant 1804, si tu veux. Déjà, les Français le faisaient, donc en définitive, ce n'est que la continuation. Tu as d'autres gens qui abandonnent à la première difficulté. Tu as une communauté internationale qui gère tout ça et qui se débrouille, si tu veux, pour que la situation ne change pas. Et puis tu as des gens qui, eux, n'abandonnent pas, ne démissionnent pas, et qui se battent, et qui se battront toujours. Dimitri, et je suis avec eux. Laissez-moi voir avec Adji Gadi, on va s'arrêter un petit peu sur le débat, et comme promis, 5 candidats et un débat, c'est fait pour encourager, pour aider les électeurs à voir plus clair dans les programmes et voir à qui ils vont donner leur vote. Maintenant, vous avez pu suivre le débat hier soir à Adji Gadi. On va dire le citoyen. Est-ce qu'après ce débat, vous allez trouver quelqu'un à voter? Écoutez, pas encore. Pas encore. Je suis en train de regarder, je suis en train d'écouter et j'irai jusqu'au bout. Je participerai certainement à la campagne en tant que citoyen avec une âme haïtienne et une âme civique. Et j'attends. C'est-à-dire pour pouvoir dégager, parce qu'il y a quand même, il y a eu 5 personnes dans le débat, mais il y a beaucoup plus de candidats. C'est-à-dire il faut voir, je ne regarde pas au niveau seulement des sondages, je regarde au niveau également des programmes, je regarde aussi au niveau de l'engagement, quel engagement civique cette personne peut avoir. Je peux donner mon vote pour celui qui est peut-être dernier dans le sondage, je peux donner mon vote aussi pour le premier ou le deuxième. Cela va dépendre aussi de la manière de poser ces problèmes. Dimitri vient de poser un problème, par exemple, d'insalubrité au niveau de la place la plus importante de la République, la place de la République, le Champ de Mars. Ce problème, c'est un détail. Et comme disait Engels, ce sont les détails qui font l'enfer. Et je crois que c'est un détail important qui n'est pas partagé par la plupart des candidats. Donc j'attends celui qui abordera le problème ou les problèmes de manière aussi sensible. Et à partir de ce moment-là, je prendrai une décision. Justement, quel était donc le thème qu'on a raté hier soir, selon vous? On a raté plusieurs thèmes. On a raté, par exemple, le thème de la désoccupation, le thème de la défense civile. J'ai parlé tout à l'heure de la MINUSTAH qui devrait partir en décembre 2016. Et elle vient, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de prolonger son mandat de 6 mois encore, ce qui veut dire ce qui va au-delà donc, de décembre. Et c'est sûr que ça va être prolongé davantage dans la mesure où nous n'arrivons pas à assumer ou à assurer la sécurité de la nation. Je crois que le problème de la défense de la nation n'a pas été abordé. Le problème de la défense aussi de nos frontières. Connaissons-nous nos frontières et comment gérons-nous les frontières? Il y a eu une tentative de l'État haïtien de faire appel à Israël. Et il n'y a pas eu de suivi. Mais cependant, de notre côté, il n'y a pas de plan de sécurisation de la frontière. Et cette frontière, c'est une frontière poreuse. Et je crois qu'un candidat à la présidence devrait pouvoir me dire comment protéger mes citoyens qui se trouvent, par exemple, du côté du sud-est et qui sont en train de mourir de faim et ils n'ont pas d'assistance au niveau social et médical. Ça veut dire qu'on est en train d'oublier la plupart des Haïtiens qui sont venus de la République dominicaine l'année dernière. Et ce problème n'a pas été soulevé. C'est un problème humanitaire assez grave, non pas seulement pour Haïti, mais pour le monde noir. C'est un problème aussi très grave pour la région Caraïbe. La question aussi de l'éducation, de la réforme de l'éducation, d'une vraie réforme de l'éducation, qui permette à la nation de pouvoir se surpasser et de participer à la gouvernance mondiale dans les prochaines années, n'a pas été soulevée. Je parle aussi du problème du séisme. Ça veut dire qu'on a découvert de nouvelles failles, par exemple au niveau teutonique, des nouvelles failles qui peuvent écraser, qui peuvent détruire la République d'Haïti dans les prochaines années ou dans les prochains mois. À tout moment, un malheur peut arriver. La question sismique n'a pas été abordée, par exemple. La question des intempéries aussi, qui chaque année frappent le pays, le curage de nos rivières. J'ai entendu un candidat dire que les eaux des rivières vont à la mer. Presque les rivières sont sèches aujourd'hui. Les candidats se rendent-ils compte aujourd'hui que l'environnement d'Haïti n'est pas seulement dégradant, mais catastrophique. Maintenant. Les rivières sont sèches. Donc maintenant, je crois qu'en dehors de cela, la question de la décentralisation non plus n'a pas été abordée avec profondeur, ni la question de choléra. Et la question de choléra, c'est un problème assez grave. Justement, les Nations Unies ont promis de payer des indemnités. Les candidats ne sont pas en train de voir ce qui va être fait. La question du tourisme, pour finir pour vous, la question du tourisme, ça veut dire qu'on a pu rentrer au cours des 2 dernières années 202 858 000 $ en termes de rentrée. Il y a 5 ans, on avait seulement 4 000 visiteurs. On a pu rentrer, par exemple,
en très peu de temps, 840 000 en 2015 et aujourd'hui en 2016. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Comment gérer aussi la question du tourisme par rapport à la question de salubrité? Il y avait 2000 chambres seulement en 2010. Aujourd'hui, nous avons près de 9000 chambres. Mais est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a une inspection par rapport au banditisme, etc.? Ces questions n'ont pas été abordées. La question de la croissance, pour finir, la question de la croissance économique d'Haïti, ça veut dire on était à 5,2, aujourd'hui on est à 1,8%. Et enfin, je vous dirais aussi que la question du déficit commercial, la question, par exemple, de la gourde haïtienne, ce sont des éléments qu'il faut absolument aborder. Vous nous dites maintenant, et Adi Jean Gardi, que les vrais problèmes n'étaient pas posés hier soir lors de ce débat. Et on a vu des candidats lancer des flèches sur d'autres, on a vu les accusations. Et certains disent que c'était plutôt un jeu, par exemple, qui veut gagner des millions, attention à la marche, question pour un champion, plutôt qu'un débat. Maintenant, Adi Jean Gardi, il y aura un président. Et le 7 février, du moins, on l'espère. Et on a entendu des promesses, plein de promesses. Est-ce que vous voyez la possibilité qu'un candidat puisse mettre en œuvre toutes ces promesses, sachant que le budget d'Haïti ne dépasse pas 121 milliards de gourdes? Écoutez, c'est justement ça le problème, Garo. Le problème, c'est que les gens, nous avons des candidats qui parlent de l'État qui va faire, l'État qui va faire. Vous savez que même, par exemple, au niveau de l'éducation, ça veut dire que, bon, évidemment, c'est l'État, quand un candidat, par exemple, cite le fait qu'il y ait 80% des écoles privées, des écoles en Haïti qui sont privées, 20% pour l'État, c'est vraiment un problème. Il faudra résoudre ce problème. Avec quel budget? Je crois qu'il faut encourager plutôt la croissance économique avec la création de nouvelles entreprises. Et je crois beaucoup dans la participation du privé, dans le financement des privés, avec un crédit qui n'aurait pas des taux d'intérêt aussi lourds que nous avons aujourd'hui. Il faut poser le problème de la création d'emplois, pas forcément par l'État directement, mais la création d'emplois par le privé, avec la participation, bien entendu, la régulation de l'État. La question n'est pas abordée. Il y a, par exemple, aujourd'hui même, au niveau mondial, savez-vous qu'au niveau de l'indice, qu'on appelle l'indice économique, ça veut dire l'indice de prospérité, on était à 135 sur 142 il y a seulement 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, on a 140 sur 142. Alors, on va me dire que maintenant un président va arriver et va me dire que le pouvoir, l'État va faire ceci avec... Nous n'avons même pas de budget. C'est un budget qui ne peut même pas couvrir une université. Aucun des candidats ne m'a dit en tant que votant, en tant que citoyen, combien de campus universitaires seront créés dans le pays. Ça veut dire combien de campus universitaires? Nous avons 10 départements, il faudrait au moins un campus ou 2 campus par département. Personne n'en parle. Combien y aura-t-il évidemment de centres de production réels? Et avec quoi va-t-on faire? Quel est le secteur agricole que nous allons prioriser? Ça veut dire, est-ce que ce sont les ananas? Quelle filière? Quelle filière? Quelle filière d'exportation? Ça veut dire, il faut penser, bien entendu, à permettre à l'État, d'abord, non pas rester dans l'État-providence qui s'occupe de la production. Il faut rentrer dans un État qui permette également à la nation de travailler. Vous avez actuellement aujourd'hui 7 millions d'Haïtiens au chômage et vous avez 3 millions, c'est-à-dire les autres qui sont là en train de vivoter dans l'informel. Et l'État ne peut pas offrir du travail. Et vous avez un secteur privé assez faible avec des banques haïtiennes qui donnent des taux d'intérêt exagérés et vous n'avez pas un crédit bancaire absolument acceptable. Vous avez les taux, par exemple, qui avaient été priorisés. Le crédit a baissé les taux, par exemple, de bons, même à la Banque nationale. Les taux de bons, par exemple, les bons de 91, de 5% il y a quelques années, sont passés à 16%. Comment donner un crédit à une population en majorité paysanne? Nous avons un problème sérieux avec nos candidats qui n'abordent pas, à mon avis, les vrais problèmes de la nation. Et les problèmes de la nation sont des problèmes économiques, ce sont des problèmes sociaux, ce sont des problèmes aussi d'ordre psychologique, car il faut absolument revenir à la question de l'éducation. L'éducation pas seulement académique, l'éducation classique,
Mais il faut venir aussi à la question de l'éducation même psychologique. C'est-à-dire, au niveau psychologique, on se perd. Et c'est ce qui explique la migration massive. Les gens, moi j'ai entendu un reportage sur Radio Métropole, j'étais vraiment effaré. Et ça me donne beaucoup de chagrin. Ça veut dire que les gens partent parce qu'ils disent qu'ils n'ont plus confiance dans leur État, qu'ils n'ont plus confiance dans la nation, ils partent ailleurs. Vers où? Vers la misère et aussi vers d'autres humiliations. Nous devons arrêter ces humiliations, car ces humiliations qui concernent nos frères nous concernent aussi. Et je crois qu'un candidat à la présidence doit aborder les questions d'ordre économique, d'ordre au niveau social et au niveau investissement. L'investissement, oui, nous allons faire venir des investisseurs étrangers pour venir plus riches. Mais non, avec quels investissements? Ou investisseurs étrangers rentrent là, ils disent, OK, pour permettre que gagne la parité, la prix, Haïti, son pays, côté que compétitivité, pour faire compétitivité, il faut payer mon salaire de misère. Pas qu'à Kembe, peuple dans la misère. On est Thomas Jefferson, quand M. monté, pour nous retourner dans l'histoire, M. monté société américaine, il ne peut pas créer une population pour la vivre dans la misère, il n'a pas la prospérité. Donc, s'il y a des investissements qui vont se faire avec le prochain gouvernement, il faut qu'ils prennent en compte les tarifs internationaux, les tarifs définis par exemple au niveau de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, les tarifs définis par l'Organisation internationale du travail, pour me payer haïtien bien, pour le capable bien. Parce que même les gens qui sont en province, ils ont loué petit caille, petit chambre, ils n'ont pas de caille priorité, ils n'ont pas de toilette pour servir, ils n'ont pas de l'eau pour boire. Donc le constat est là. On le sait. Le constat est là. Donc quel est le candidat à la présidence qui est en train de m'apporter évidemment au moins une lueur d'espoir? C'est ça la question. Donc, on est encore dans le passé. Il faut sortir du passé et avancer vers le futur. À partir de ce constat, Dimitri, et le constat que vient de faire Adi Jangardi, on a des inquiétudes. Pour les 5 prochaines années, comment voyez-vous Haïti? Pour les 5 prochaines années. Si on considère ce tableau avec des candidats qui n'inspirent pas grand-chose, mais il va y avoir un président quand même parmi ces candidats. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que la situation ne va pas s'améliorer comme par magie. Je craindrais même, si je resterais relativement conséquent, que la situation va continuer à se dégrader. Maintenant, ce qui est important pour moi, ce n'est pas la situation en elle-même. Ce qui est important pour moi, c'est la réaction par rapport à la situation. C'est-à-dire, à partir du moment qu'une population se met en tête qu'elle aura un État, ou elle devrait avoir un État qui devrait l'aider à résoudre les problèmes. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas, mais je dis qu'elle attendrait ça. C'est-à-dire qu'elle n'attendrait pas, si tu veux, que ce soit elle qui soit en mesure de faire la différence pour elle-même. Tant qu'on aura cette approche-là, je ne pense pas qu'il y aura grand-chose. Mais comment changer de paradigme? Non, attends, je reviens. Hier, il y a eu, c'était l'anniversaire de Dessalines. Je crois que c'était sur Métropole ou sur Vision 2000, je ne sais pas exactement sur quelle radio. On en a parlé. Et il y a eu une phrase qui a été dite par Dessalines. On a repris une citation de Dessalines. Je crois que cette citation, les Haïtiens doivent réfléchir sur cette citation. Je crois que c'est vraiment la citation qui fonde l'État haïtien, la nation haïtienne, pas l'État haïtien, la nation haïtienne. Et voilà ce qu'il a dit. Nous avons osé être libres, soyons libres par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'était sur Métropole? Non, c'était sur Vision peut-être. Ok, d'accord. Whatever. C'est pas ça le plus important. Mais c'est ça qu'il faut. Vous savez, le principe, si tu veux, de la création d'un État, le principe de la création d'un État, c'est que c'est le contrat social. La société décide, si tu veux, de transférer une partie de ses pouvoirs, de ses responsabilités à un État. Oui, mais si ça marche. Et à partir du moment que ça ne marche pas, vous les reprenez. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la situation attentiste, bien qu'en fin de compte, si tu veux, moi j'ai beaucoup bénéficié. J'ai étudié dans une faculté d'État, je suis fonctionnaire de l'État, mais je n'attends pas, si tu veux, de l'État que l'État m'apporte tout sur... Je ne crois pas en l'État-providence. Comment retrouver cette fierté? C'est-à-dire que vous savez, on est dans une société, il y a 2 choses. L'Haïtien n'attend pas de lui-même. Il attend ou bien de Dieu, ou de Dieu, ou bien de Dieu, ou bien de l'État. Et ce qui est important, c'est que la personne doit comprendre qu'il est acteur dans la société, qu'il y a quelque chose qu'il peut faire. Ça, c'est le diagnostic. Maintenant, comment booster ce côté chez l'Haïtien, ce côté, et comment lui enlever ce côté attentif?
Bon, d'abord, pour commencer, pourquoi est-ce qu'il a cette attitude? Pourquoi il est comme ça? Il est comme ça parce qu'il vit dans un univers qui le favorise à être comme ça. Il vit dans un univers... Il est comme ça d'abord parce que la première chose qu'il y a, c'est que il n'a pas été conditionné à croire en lui-même. Je veux dire que dès le départ, on est conditionné à croire en soi-même à partir de deux moments. C'est-à-dire qu'on a été en mesure de franchir un certain nombre d'obstacles, qu'on a été en mesure d'acquérir un certain nombre de connaissances, de compétences. On a fait des expériences qui vous ont permis de vous dépasser. Je vais vous donner un exemple concret, vous allez comprendre tout de suite. Haïti a participé aux Jeux Olympiques. 10 athlètes. Pratiquement aucune participation de l'État pour aider les athlètes. Certains athlètes, apparemment, ont payé leur propre ticket. République dominicaine, sans athlètes. Plus ou moins, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a deux choses qui vont donner une fierté à une population, à un pays. C'est ou bien qu'elle réussit à travers des activités sportives, ou bien dans d'autres circonstances. Ou bien encore, si tu veux, que la population se retrouve avec, elle a réussi les exploits du caractère intellectuel, ou bien encore guerrière, dans le cas d'Haïti. Bon, si tu veux, elle n'a pas ça. Donc, elle croit en Dieu, c'est Dieu qui va l'aider. Ou bien, elle croit éventuellement dans un État qui va l'aider. Elle n'arrive pas à croire en elle-même. Elle n'arrive pas à croire qu'elle peut dépasser une certaine... Elle n'arrive pas à croire qu'elle peut être acteur. Elle n'arrive pas à croire qu'elle peut construire son propre changement. D'où l'importance d'une nouvelle éducation, Adji Jean Gardi. Absolument, absolument. Et au-delà de l'éducation, il faut aussi, au-delà des programmes des candidats à la présidence, il faudrait que la société, que la nation haïtienne, c'est-à-dire arrive à constituer un véritable programme national. La plupart des pays, je veux dire, de la région Caraïbe, ça veut dire qu'il y a eu des think tanks, ça veut dire des groupes qui ont, par exemple, qui ont formulé des propositions sur 10 ans, sur 20 ans, pour comment gérer la nation, quel est l'avenir du pays. Et ça, ce ne sont pas les candidats à la présidence. Et là, ils arrivent et ils trouvent un document qui leur est proposé. Ça veut dire c'est bon, c'est bien bon d'avoir des organisations qui fassent les débats. Mais je demanderai à ces organisations maintenant de préparer avec des experts des plans de gouvernance sur les 50 prochaines années. Et que maintenant, n'importe quel candidat à la présidence qui arrive à devenir président suive ce schéma, sans inventer, sans réinventer la roue. Et à partir de ce moment-là, nous allons sortir de cette situation. Donc c'est le phénomène Grain 5 là, il faut phénomène Grain 5. Oui, c'est pas en fait. Pas chaque nègre. Il faut rentrer dans le schéma. D'ailleurs, chaque nègre qui vient là comme président, regarde, mon chef, c'est le premier président d'Haïti. Le premier président élu d'Haïti. Alors qu'on a fait l'élection depuis surtout son ouverture. Donc, tu vois, c'est toujours premier. Et en fait, nous devrions avoir un canevas. Il n'est pas normal, par exemple, qu'au niveau de Banque centrale, au niveau de Banque centrale, au cours des dernières années, nous finançons à peu près 12 milliards de gourdes pour arriver à stabiliser gourdes là. Nous pas arriver à faire parce que simplement, Banque là travaille pour quoi? La gourmet, la bataille. Et il faut quand même stabiliser la monnaie nationale, il faut stabiliser l'économie nationale par la production. Donc, lui-même, tous les besoins, tous les encouragements, il fait ça le capable pour qu'il y ait digue là, pour empêcher digue là craser. Mais qu'est-ce que nous autres, au niveau de la société civile, nous faisons au niveau bancaire, au niveau économique, au niveau commercial, pour permettre, bien entendu, au pays de se restabiliser? Et ça, c'est la question pour les candidats. Justement, là où touche un point qui est important, société civile là, notamment, et gagner aspect du risking, nous connaissons, et Bernas qui gagne sur Haïti, si nous pas forcer lutte contre blanchiment et l'argent, que nous avons subi un isolement financier. Jodi, est-ce que c'est attentif que Dimitri Sot parlait qui fait que pas gain personne, ou bien, on a dit pression qui est supposée faite sous acteurs pour mettre et dossier à jour, notamment le Sénat qui a supposé voter amendement loi 2013 là, il n'est pas fait. Est-ce que c'est attentif ça qui fait haïtien yo aussi vague son question qui est aussi sérieuse? Écoutez, parce que quand même population gagne des dirigeants. Dirigeants là pour ça. Par exemple, le second problème comme ça qui est posé, on ne peut pas prévoir du risking au niveau, par exemple, d'un plan de gouvernance nationale, au niveau de différents experts, qui pas forcément dans aucun parti politique, mais différents experts qui viennent qui disent, OK, voilà le document, voici la ligne à suivre. Et là, au capable de un problème de ce genre, il faut faire appel à des gens pour demander quelle procédure. Ça veut dire que, si le Parlement dans un pays est défaillant, quelles sont les autres procédures qui peuvent être acceptées au niveau international?
On peut le négocier, Donc, il ne faut pas fermer tête, nous, justement, je te dis en grain 5, nous fermer tête dans nos chambres, et puis nous n'avons pas aucune idée qui dit, non, écoutez, il faut renégocier, Comment la nation haïtienne est représentée par les 3 pouvoirs. Nous sommes dans une république. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est une partie, mais tient aussi une partie de la souveraineté nationale, autant que l'exécutif, ça fait 2 par rapport au Parlement. Donc, moi, je peux négocier pour voir, est-ce que le Parlement, c'est-à-dire s'il est défaillant pour des raisons multiples ou peut-être psychologiques, peut-être pas forcément au niveau législatif, peut-être aussi que certains députés ou sénateurs ne comprennent pas que c'est à eux de faire ce travail, peut-être qu'il y a un problème de leadership, peut-être qu'il y a un problème de division. Il faut le contourner, et ceci, d'autres pays, on peut le contourner en regardant les procédures internationales. Tu peux même aller à la Cour internationale de La Haye et demander par rapport, c'est un État qui intervient, et tu es aussi membre fondateur des Nations Unies. Tu peux demander aussi un moratoire au niveau des Nations Unies. Le président de la République se trouve actuellement aux Nations Unies. Il est parti, je crois, hier soir, pour aller participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je crois que notre devoir, ce n'est pas seulement d'aller faire de beaux discours, mais aussi d'aborder les vrais problèmes de la nation. Et demander avec maintenant, même lorsque les Nations Unies n'accepteraient pas sur cette question du risking en disant on attend le Parlement, c'est sûr, on peut attendre le Parlement, mais en attendant, voilà ce que nous proposons, et vous faites appel maintenant à des groupes, ce qu'on appelle des groupes de lobbyistes. Le groupe de lobbyistes le plus important aux Nations Unies, c'est le groupe africain. Et nous sommes à l'intérieur de l'Union africaine, en tant qu'observateurs. Nous pouvons aussi mobiliser un certain nombre d'amis qui se trouvent aussi au niveau asiatique ou encore au niveau de l'Amérique latine, et demander sur la base de notre position, de la bonne volonté de l'État haïtien, constitué donc par ces 3 pouvoirs, demander non pas seulement un moratoire, mais une certaine ouverture, ou encore on ne met pas la question en rôle, on n'élimine pas non plus la possibilité pour Haïti de pouvoir se certifier dans une bonne position, mais on se présente en force et on exige au niveau international, par la diplomatie agissante, par une nouvelle diplomatie. Il faut lier, lorsque le Parlement est défaillant, il faut chercher au niveau diplomatique, quand il s'agit des échanges commerciaux, quand il s'agit des échanges économiques et bancaires, il faut chercher, bien entendu, d'autres issues. Or, ce que nous regardons, c'est que justement, nous avons un État impassible qui ne regarde que justement en noir et blanc et qui refuse de regarder toutes les nuances. Donc c'est l'exécutif face au Parlement et on en reste là, on attend le Parlement. Il faut dépasser ce problème. Très bien. Bon, messieurs, on va mettre fin à l'émission, mais Dimitri, je voudrais bien sûr, ce sera aussi le cas pour Adi Jangardi, si vous deviez prodiguer des conseils à nos chers candidats et par rapport à ce que vous avez vu hier soir et par rapport à ces inquiétudes que vous avez formulées, rapidement, ce serait quoi? Je ne sais pas si c'est vraiment des recommandations, des conseils que je vais donner. Je retourne encore sur l'approche historique. Dès le départ en Haïti... Ça, c'est Dimitri. Dès le départ... Oui, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Très important. Je reprends encore. 1er janvier, je parlais de ça. Maintenant, le 2 janvier. Le 2 janvier, que fait... 1804. Que fait l'État haïtien? Vous savez, l'État haïtien vient d'être... Ce sont des militaires qui l'ont pris. Et les militaires, leur première réaction, si tu veux, c'est de mettre en place des forteresses. Donc, ça veut dire que l'État haïtien, sa première démarche, c'est d'aller vers le hardware. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à aller vers le hardware et on oublie le software. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'État haïtien ne se passe pas en fonction de l'individu haïtien. C'est-à-dire que si, personnellement, si j'aurais été à leur place, j'aurais eu 5 axes de bataille. Bon, la première, je pense qu'il n'est pas possible en 2015 que tu aies 40% de ta population qui soit analphabète. Il y a un candidat qui l'a mentionné hier, c'est quand même quelque chose, il devrait avoir une bataille pour éradiquer l'analphabétisme en Haïti. La deuxième chose, ça peut paraître tout à fait banal, mais c'est un grand élément d'exclusion d'une grande partie de la population haïtienne. Combien d'Haïtiens ont l'acte de naissance? Combien d'Haïtiens sont répertoriés dans l'état civil? Est-ce que c'est possible qu'il y ait autant d'individus à ne pas avoir d'acte de naissance? Ça veut dire que concrètement, le type ne pourra pas avoir de passeport. C'est clair. Ça, c'est déjà une première chose. Il y a un tas de problèmes aussi par rapport aux femmes, c'est-à-dire des objectifs. Parler aux gens par rapport à leurs problèmes, à des problèmes qui les concernent et qui bloquent leur épanouissement. L'alphabétisation, c'est un. L'acte de naissance, c'est un autre. Il y a un tas d'autres. Moi, je pense que ce serait bien d'aborder ces questions qui vraiment concernent les gens.
OK, et qui concerne une grande majorité de la population. Par rapport dormir, parce que généralement, les candidats connaissent les problèmes, ils juste balancé comme ça pour faire mon dormir, puisque je dis là, le problème concerné, je dis, je suis content, mais après, ce n'est pas le diagnostic. L'important maintenant, c'est d'apporter des solutions. Non, en nous clair. Tu as 40% de la population haïtienne qui est analphabète. 40% de la population haïtienne qui est analphabète, c'est 4 millions de personnes. Il y a un travail qui a été fait par l'ancien gouvernement. Okay? Je ne veux pas prendre parti, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était, je ne me rappelle plus en quelle année, c'était au milieu de l'expérience Martelly. Malamotte était toujours au pouvoir. Ils ont sorti une petite vidéo, un petit documentaire de 20 minutes, où grosso modo, ils ont expliqué ce qu'ils avaient fait des 1,9 milliard de dollars. Grosso modo. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont informé qu'avec ces 1,9 milliard de dollars américains, ils sont arrivés à alphabétiser 400 000 personnes. Je crois que c'était 400 000 personnes. Avec l'aide de Cuba. Oui. Et ça a coûté 8 millions de dollars américains. Donc dans les 9 milliards 800 millions de dollars, ils ont alphabétisé 400 000 personnes, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus très bien. Mais ce que je me rappelle parfaitement, c'est qu'alphabétiser un Haïtien à travers ce programme, je ne sais pas ce que avait valu le programme d'alphabétisation, avait coûté 20 dollars américains par personne. Très bien. Ça veut dire que si j'ai 4 millions de personnes alphabétisées à 20 millions de dollars américains, ça veut dire que concrètement, j'ai 80 millions de dollars américains à dépenser. Avec 80 millions de dollars américains, on éradique l'analphabétisme en Haïti. Ouais. C'est 80 km, c'est même pas 80, c'est moins que 80 km de route. C'est-à-dire que si aujourd'hui, l'État haïtien décide de faire la route Saint-Raphaël, en passant par Pignon, Cap-Haïtien, en passant par Pignon, Saint-Raphaël, Dondon, ça lui coûte exactement la même quantité d'argent, okay, que d'éradiquer l'alphabétisme en Haïti. Donc si on s'y met, on peut y arriver. Ça, c'est donc voilà, moi je ne pense pas que c'est impossible, je pense je crois que ce sont les choses qui concernent effectivement les gens. Ah, voilà. Adi Jean Gardi, même question, des conseils pour ces candidats, puisque là, à ce niveau, il faut qu'il arrive à convaincre des gens, ce qui n'était pas vraiment le cas hier soir. Non, par exemple, vous avez les candidats. Les candidats, par exemple, les 5 candidats hier soir pendant le débat ont parlé d'agriculture. Je pense qu'il faut aujourd'hui poser le vrai problème. Ça veut dire le vrai problème de l'importation des produits alimentaires. Ça veut dire que nous étions à 40 millions de dollars d'importation de produits alimentaires en 2012. Nous sommes aujourd'hui à 65 millions de dollars en 2016. Et le déficit commercial s'est creusé à 4 milliards 500 millions de dollars par année. Et aujourd'hui, il nous faut faire quelque chose. Ça veut dire au niveau de l'importation de ces produits, mais nous importons même le café maintenant en 2016. Je crois qu'il nous faut présenter un plan réel. Un candidat à la présidence, en termes de recommandations, devrait dire comment va-t-il faire pour réduire en tout cas les importations alimentaires et pour permettre également au pays de pouvoir reverdir, ça veut dire à l'environnement de pouvoir recommencer. Il y a des problèmes d'eau potable qui commencent aussi par se poser dans les régions du pays. Qu'est-ce qui va se faire au niveau de l'alphabétisation et des écoles, les écoles dans le pays, comment avoir un budget national qui ne soit pas dépendant de l'étranger, le déficit budgétaire, comment le résoudre. Et je crois qu'en termes de recommandations, c'est leur dire tout de suite, c'est pas préparer un programme bateau où tout le monde rentre et souvent ce sont des bateaux de boat people. Et ce bateau ne va pas loin. Et qui vont couler de toute façon. Voilà, ça va pas loin et ça peut aussi, on va se noyer. Donc il faut des méga projets, des projets avec les secteurs les plus importants et dire exactement ce qui va se faire. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons blackout. Donc il faut arrêter de diagnostiquer, il faut apporter des solutions. Et quand vous avez par exemple la Banque mondiale qui exige à Haïti de réduire les 200 millions de dollars de financement de l'EDH et que l'État haïtien n'arrive pas à le faire. On a essayé quand même, parce que la Banque mondiale avait dit, pour finir cet exemple, écoutez, il faut baisser à 55 millions le financement de l'EDH, non pas 200 millions. En 2014, je crois, l'État haïtien a fait un effort, a baissé à 88 millions de dollars. Mais immédiatement après, en 2015 et 2016, on est à 144 millions de dollars. Maintenant, je crois que la recommandation pour le candidat, c'est de lui dire, donnez-nous de manière concrète, avec des chiffres, non pas avec du blablabla. Donnez-nous avec des chiffres ce que vous allez faire, situation cas par cas, projet par projet. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir reprendre confiance. Voilà. Adi Jean Gardi, Dimitri Norris, merci
d'avoir accepté de nous parler ce matin. On a plus ou moins fait le tour de l'actualité, campagne électorale, débat notamment et de-risking. Donc j'espère qu'on a été utile ce matin pour les électeurs aussi bien que pour les candidats. Merci messieurs, excellente journée. Merci infiniment. Voilà, à vous aussi, excellente journée. Merci d'avoir été avec nous. Et Adi Jangardi et Dimitri Noris, journalistes, entre autres, bien sûr. Adi était ancien ministre de la Communication, Dimitri est ingénieur et je peux dire historien. Vous aimez l'histoire? Non, bon, où est l'école? Dis-moi bien vite. Non, l'école, c'est dans matière ça que me dépifo. Très bien. Non, ça se voit tout de suite. Allez les amis, excellente journée avec nous sur Métropole. Rendez-vous demain matin. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.